Bien, thème de la journée, l'IA ou l'AI, et on tombe à pic parce qu'on Ouais. a un énorme drama qui a l'air de se passer chez OpenAI. Je suis très curieux d'en parler avec mon pote qui bosse là-bas ou bossait. On verra si c'est un de ceux qui part. Est-ce que tu veux raconter un peu ce qui se passe ou comment tu as compris la situation? Ouais. Est-ce que tu suis un peu, parce que c'est le genre de truc qu'il faut suivre heure par heure, parce qu'il y a des rebondissements tout le temps. Ouais, j'ai plus ou moins suivi, ouais, ouais. Ouais, donc en gros, de ce qu'on sait, le board a viré Sam Altman et plus ou moins Greg Brockman, même si à la fin il a démissionné, euh, d'une manière assez abrupte, ce qui rappelle, enfin, ça fait un peu une Steve Jobs, quoi. Et donc le board a décidé de faire ça. Suite à ça, il y a eu la plupart des employés, enfin voilà, une grande vague d'employés assez mécontents de ça. Les investisseurs, notamment Microsoft, qui apparemment n'ont pas trop été informés, ce qui est quand même assez bizarre, euh, qui doivent quand même montrer leur support à l'entreprise, mais qui doivent pas être très confiants, qu'on peu mis la pression au board. Suite à ça, le board a décidé d'entrer dans une négociation pour éventuellement récupérer Sam Altman. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Euh, et donc, euh, Et donc, il y a eu une petite succession de CEO. Là, il y a eu la CEO intérim de OpenAI et maintenant, c'est l'ancien CEO de Twitch qui est le CEO d'OpenAI. Donc, curieux dénouement. On n'a pas trop les raisons de pourquoi le board a décidé de faire ça. Ils disent que Sam Altman n'a pas été clair dans ses propos. Euh, des Ouais, c'est enquêtes que très j'ai curieux. vues. C'est très agressif. C'est vraiment, c'est extrêmement violent comme truc. C'est pas du tout, enfin, c'est pas amical comme manière de finir cette relation de CEO. C'est vraiment se faire virer euh, comme un malpropre. Il a l'air de le gérer plutôt bien. J'ai juste vu un peu ses tweets. Enfin, il est assez euh, humoristique ou disons positif avec le truc. Et j'ai aussi lu quelque part qu'il y avait un peu des histoires qu'il était déjà en train d'envisager de lancer sa prochaine startup, son nouveau truc de chip making. Est-ce que tu as suivi un peu ça? J'ai pas trop suivi. Enfin, voilà, j'ai juste Et suivi c'est les du récent. rumeurs que il va sûrement lancer un truc. Ça pourrait être le nouveau Anthropic, quoi. Le nouveau spin-off d'OpenAI qui risque de leur faire mal, quoi, parce que globalement, l'impact sur le marché, c'est que ça se divise de plus en plus, quoi. Il y avait déjà pas mal de gens, maintenant il y a OpenAI, il y a l'ancien spin-off Anthropic, là il va y avoir peut-être un nouveau avec Sam Altman et quelques employés d'OpenAI. Entre-temps, il y a Google qui arrive, il y en a plein qui arrivent, donc je pense que l'ère de domination OpenAI va bientôt se finir et on va arriver sur un marché très, très fragmenté, je pense. Intéressant. Et puis, si maintenant on fait de la pure spéculation comme ça, qu'est-ce qui... Enfin, parce que donc on part du principe que ce board n'est pas idiot. Déjà, j'ai regardé qui était sur le board et c'est Ouais, tout... c'est bizarre, hein. mais pas du tout, hein. C'est pas du tout des gens dans le milieu. Et c'est bizarre, c'est que quatre personnes, quoi. Tu te dis, le board, c'est toujours t'as l'impression que c'est cette immense force Mhm. qui décide ça. Et en fait, non, c'est juste quatre personnes, quoi. Enfin, quatre personnes riches, mais les quatre personnes, alors tu dis que quatre personnes peuvent avoir un tel impact sur un gars qui est un des plus influents dans le milieu et dans plein de domaines, sur Microsoft carrément, enfin, genre, c'est quatre personnes qui ont un peu fait ce coup à Microsoft en entier aussi. Enfin, c'est chaud, quoi. Et puis, c'est le CEO de Quora, une autre personne qui a géré une sorte d'entreprise de manufacture physique à un moment, encore quelqu'un d'autre qui est genre qui gère une fondation, et puis, enfin ouais, c'est même pas des gens où je me serais attendu qu'ils soient dans ce board. Enfin, ouais, mon instinct, ça aurait été des gens chez Microsoft, des gens chez Apple, enfin des gros noms comme ça, des légendes, entre guillemets, et pas du tout. Non, ça me surprend pas trop après, parce que c'est vrai que dans les boards, tu te retrouves souvent avec des gens que tu connais pas, quand tu lèves des fonds, tu le vois, tu te retrouves des fois avec des investisseurs un peu de sortie de nulle part, quoi. Donc ça me bloque pas trop. Il y a pas toujours des noms connus dans les investisseurs. Et ouais, donc quelle aurait pu être la raison, enfin, qui voulait lancer une autre startup à côté, qu'ils ont trouvé ça un peu bizarre qu'ils leur en parlent pas. Ouais, Enfin, soit un conflit c'est d'intérêt, de l'eau. soit,
soit conflit d'intérêts, soit différence dans la manière, je pense, dans la vision. C'est vrai qu'il y a peut-être des différences. Bah, ce qui a l'air de se dégager quand même, c'est que c'est Ilias Özguver qui a pas mal poussé le truc. Donc ça pourrait être aussi une différence d'objectifs en termes de qui on veut prioriser, la science, les consommateurs, les développeurs. C'est quoi un peu les priorités? Il y a peut-être des conflits à ce niveau-là. Et puis ça, c'est intéressant aussi à nouveau en termes de gouvernance. Donc, c'est ce cofondateur qui, lui, est dans le board, donc un rôle super, enfin, très puissant, entre guillemets, alors que tous les autres qui sont cofondateurs ne sont pas dans le board. C'est aussi un truc qui m'a un peu surpris. Si, ils étaient dans le board. Sam et Greg, ah, étaient sur le board quand même. Étaient sur le board. Sam s'est juste fait virer complètement et Greg a été enlevé du board et il devait rester quand même en tant que CTO. Et puis, suite à ça, il a juste démissionné. Mais ils étaient dans le board, juste qu'ils n'avaient pas la majorité tous les deux, quoi. Donc, c'est vraiment. Ah ouais, 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 ok. Ok, donc c'est vraiment le. C'est vraiment un jeu d'action, quoi. Ouais. Aïe, 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 mon Dieu. Ok. Et ben, on verra comment ça se résout. J'avais lu aussi qu'une des raisons qu'ils avaient poussé à bout, c'était l'histoire qu'ils ont annoncé que chacun pouvait créer son GPT et que ça, apparemment, c'était un big deal. Mais je comprends pas vraiment en quoi c'est plus un big deal que. Parce qu'en soi, c'est juste un chat GPT un peu custom. Euh, ouais. Bon, en tout cas, ça fait un week-end plein d'actions et où on a pris plaisir à refresh TechCrunch et The Information pour voir ce qui se passait. Ouais. Et Il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça, hein. Mais c'est les genres de gros événements qui marquent un peu, je trouve, l'histoire de la Silicon Valley. Je pense que le dernier gros truc, c'était la banque. ouais. Et puis ça, Après, il y ce que avait eu. ça fait un peu une Steve Jobs. Peut-être ça va juste améliorer encore sa légende à lui. C'est peut-être pas for the better. Ouais. Bien. Et du coup, donc le but là aujourd'hui, c'est de discuter au-delà des dramas comme ça qui arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le lancement de ChatGPT et comment ça a un peu impacté l'univers startup? Euh, on en a clairement un peu eu un ressenti quand on allait à San Francisco au printemps. Euh, on a les deux, toi plutôt intégré de l'IA dans nos produits. Et aussi, on peut discuter de qu'est-ce que ça a eu comme impact, est-ce que c'était une bonne idée, etc. Et je pense généralement, c'est intéressant de discuter comment ça impacte cet écosystème. En tout cas, bah, alors, avant cette crise, c'était clair qu'il y a quand même ce gros acteur d'OpenAI et tout le monde essaye de construire par-dessus, puis ensuite, tout d'un coup, ils annoncent un changement et en fait, tout ce que les gens ont construit ne sert plus à rien. Et il y avait un peu cette narrative d'OpenAI comme une plateforme pour développeurs, mais en pratique, ils sont quand même en train de développer cette application consumer, comme on l'a vu avec 100 millions d'utilisateurs actifs. Donc, et en comparaison, Twitter a 250 millions d'utilisateurs journaliers. Donc, on est dans le même, peut-être à un ordre de magnitude. Euh, ouais, par où tu veux commencer? Bah ouais, je trouve ça fou que tout se soit passé en un an. On est presque, je crois qu'on est à peu près à l'anniversaire de ChatGPT. Mhm. Et en un an, on a eu le début de cette vague. ChatGPT qui a tout lancé. Euh, Plein de startups qui se créent, un écosystème, enfin tous les investisseurs, tout le marché qui se tourne complètement vers les IA. Les gens qui connaissent pas les IA, qui d'un coup en entendent parler, tous les discours de risque et tout ça, tous les discours, tout ça. Puis on a eu GPT-4 qui rajoute une couche là-dessus, énormément de papers. J'y reviendrai, mais là récemment, je me plonge un petit peu dans pas mal de recherches qui compliquent ça. Et c'est fou le nombre de recherches qu'il y a là-dessus. Et, et on finit au bout d'un an par le CEO qui se fait virer. Enfin, c'est fou de voir que tout ça se passe en un an. Et ouais, on peut commencer par le marché, un peu toutes ces startups qui se lancent dans les IA. Je trouve ça à la fois fou et à la fois, je pense que je pourrais faire les mêmes choses. Mais les investisseurs qui investissent comme ça dans des GPT wrappers, donc des startups qui utilisent juste GPT pour faire un truc, euh, enfin, je serais tellement pas confiant à investir là-dedans quand je sais que ça peut se faire démolir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu à maintes reprises avec OpenAI. Ils sortent un nouveau truc et ça démolit quasiment la plupart des startups. Mais en même temps,
Je pense que je suis aussi capable de me faire avoir avec un gars qui pitch bien, qui parle bien et tout ça. Enfin, le fear of missing out. Euh, ouais, à la fois je comprends, à la fois je comprends pas trop cette hype pour les startups. Après, il y a plein de startups qui font des trucs super en IA, mais je parle de ceux qui marchent au-dessus de. Ouais. Mhm. Ouais. Euh, je te rejoins. Je- De mon côté, enfin, autant il y a l'aspect les investisseurs qui me surprennent, mais autant il y a aussi l'aspect des tous ces entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Euh, je me rappelle d'avoir vu quelques tweets de Paul Graham, le mec qui avait créé Y Combinator, et qui disait c'est fou ce batch, cette année il y a vraiment que des startups AI, mais qui le voyait quelque chose de très très bien, que là c'est la nouvelle vague, ça va créer, c'est comme on parlait de Web 2, ensuite Web 3 avec la crypto, et qu'entre guillemets maintenant il y avait cette génération de startups AI. Et pour l'instant, en tout cas, tous les entrepreneurs à qui j'ai eu des interactions directes, qui ont vraiment construit un truc purement sur l'IA, il n'y a rien qui m'a paru vraiment solide. C'est à chaque fois très superficiel de prendre un projet open source, d'en faire un produit, euh, ou alors voilà, de vraiment juste faire un wrapper, ou alors un use case spécifique pour ChatGPT. Euh, En tout cas, rien où je suis impressionné dans le long terme, et même, disons, moi, ce que j'ai essayé de développer vite fait avec cette application de Gmail qui répond à tes emails, c'est aussi pas du tout solide. Et c'est d'ailleurs les feedbacks que j'ai eus quand j'ai contacté quelques investisseurs, c'était ouais, enfin, Gmail va développer ça, et ils ont tout à fait raison. Et c'est généralement un thème, et je suis curieux de voir comment l'environnement, enfin, l'écosystème va se développer autour de ça. Et mon intuition, ça serait qu'il va y avoir un énorme gagnant du type OpenAI, et qu'en fait, il n'y aura pas tant que ça de startups qui vont se sortir. Il y avait eu cette énorme startup de création de contenu, là, comment ça s'appelait, Ghost, ou un truc comme ça, un logo de fantôme, qui avait levé énormément d'argent, euh, et tout le monde était complètement impressionné, et je ne comprends pas du tout. Et on en a parlé avec un autre ami aussi de San Francisco, il ne comprend pas du tout non plus. Je sais pas si tu vois cette startup. Non, je vois pas la gueule. Comment il s'appelait? Mais ouais, mais bref, qui fait en fait juste la création de pubs Facebook, des trucs comme ça, juste pour t'aider à créer du contenu, ou t'aider à écrire des articles de blog. Euh, Ce que ChatGPT fait très bien, tout ça. Ouais. Non, mais après, c'est intéressant, comme tu dis, je pense que pour la plupart de ces startups, le compétiteur, c'est pas toujours OpenAI, mais c'est aussi souvent le produit qui existe déjà dans la branche qu'ils veulent développer. Par exemple, tu veux faire un truc qui répond automatiquement aux emails, c'est pas dit qu'OpenAI va se lancer là-dedans parce qu'il leur faut une application d'email et tout ça, mais par contre, Gmail va intégrer ça et t'es mort, quoi. Ouais. Tu veux faire une application qui simplifie la création de contenu marketing, bah, les outils actuels vont développer ça et je pense que c'est ça le problème. Donc, je pense pas que c'est en mode OpenAI va d'un coup devenir le produit qui est utilisé pour tout faire. À mon avis, c'est plus les produits existants qui vont se développer là-dedans et qui vont intégrer ces nouvelles fonctionnalités dans leur écosystème. Bah, Et je challenge un peu ça, mais alors peut-être pas pour tous les produits, effectivement, pour email, c'est un protocole particulier. Mais on parlait là il y a quelques jours d'applications de prise de notes. Et ça, par exemple, on voit toutes les applications de prise de notes qui essayent d'intégrer de l'AI de manière ou d'une autre. Mais si ChatGPT commence à avoir une super mémoire et te permet d'importer tous tes documents de ton Google Drive, etc., je vois pas pourquoi je prendrais des notes quelque part d'autre que dans ChatGPT, par exemple. Et ça pourrait juste wipe out plutôt facilement, enfin, à part pour la UI que Evernote ou Apple Note aurait. Mais ça pourrait, par exemple, facilement wipe out ce marché-là. Pareil pour Word. Est-ce que j'ai besoin de... Enfin, à part pour l'aspect où je peux formater mes documents, mais je pourrais tout écrire dans ChatGPT et laisser réécrire mes documents. ouais, moi, j'ai jamais compris ces trucs d'IA pour les notes. Enfin, Notion, par exemple, moi j'utilise Notion pour tout. Et Notion a un truc d'IA pour justement, c'est une espèce de ChatGPT dans Notion où tu demandes des trucs, il écrit des trucs, mais je m'en suis jamais servi juste parce que bah, ça n'a aucun intérêt. En fait, quand j'écris des notes, j'ai besoin d'écrire des notes, j'ai pas besoin que l'IA écrive des notes pour moi. Donc, typiquement, là, enfin, pour moi, la prise de notes, c'est pas forcément un domaine où tu as besoin d'une IA, quoi. Et
enfin, je me verrais pas passer sur ChatGPT pour ça, quoi. Si j'ai besoin de demander d'inspiration, demander à ChatGPT de m'aider à écrire un truc, bah, je vais peut-être l'écrire sur ChatGPT, le copier-coller, ou alors si Notion AI devient bien, le faire, mais je veux dire, dans la prise de notes, ce qui m'intéresse surtout, c'est la UI et l'écriture de notes plutôt que l'IA, quoi. Non, moi, j'ai pas mal de cas où j'ai besoin de feedback, ou par exemple, où je prends une note et j'ai juste besoin de le traduire vite fait en français, ou j'ai besoin de qu'on me crée rapidement une image en lien avec le document. Par exemple, mes articles de blog, je les écris d'abord dans l'application de notes, et ensuite j'aurais juste besoin de dire à la fin, ok, voilà, basé sur cet article, tu me fais la petite description méta, tu me fais une image. Euh, mais évidemment, difficile à prédire. Time will tell. Ouais. Et ensuite, alors, intégration dans nos propres produits. Toi, tu l'as fait plus que je pense la plupart des autres gens parce que ça, c'est vachement pertinent chez toi. Comment ça s'est passé d'intégrer OpenAI? Donc, tu as intégré deux de leurs produits, la génération d'images et puis ChatGPT. Ouais, raconte-nous un peu ça et ouais, qu'est-ce que ça crée comme dynamique et comme réponse au niveau des utilisateurs? Ouais. Jeanne. Donc on n'est pas passé par OpenAI. Euh, Attends, je fais un sound check, tu m'entends toujours bien? Je t'entends. Super. La génération d'images, on est passé par Stable Diffusion, pas par OpenAI. On changera peut-être un moment. On a utilisé OpenAI pour l'analyse de rêve. Et donc ça, c'était un truc super intéressant, effectivement. Donc ça fait, on l'a sorti en octobre. On travaillait dessus depuis globalement le début de l'année. Donc on a bien eu ouais, plus de 6 mois de travail là-dessus. Et la plupart du travail, c'était pas de faire la fonctionnalité, c'était donc faire la fonctionnalité, c'était OK, OpenAI, ils ont fait facilement intégrer le truc. La plupart du travail, c'est sur la réflexion de comment tu intègres la fonctionnalité et qu'est-ce que tu fais autour de ça. Et en fait, la plupart du travail qu'on a, la plupart des itérations qu'on a fait étaient sur la UI pour l'utiliser, pas sur l'analyse même. Parce que bah, faire une app, en fait, c'est vraiment énormément de UI. Et même quand on a sorti la feature, il y avait eu quelques retours négatifs. Et ces retours négatifs, c'était pas sur la fonctionnalité, c'était sur le fait que il y avait des trucs qui étaient là avant qui n'étaient plus là. On avait un peu changé des trucs et du coup, il y avait plus certaines fonctionnalités d'avant pour mettre ça à la place. Le premier truc que j'ai appris, c'est que la manière dont on apporte cette fonctionnalité est plus importante même que la fonctionnalité elle-même. Et donc, on a fait plusieurs itérations déjà sur la UI, de comment c'était fait. Euh, et on va sûrement continuer à le changer. Donc, on a commencé avec une fonctionnalité simple où, après que tu as écrit l'IA te pose des ton rêve et te sort une analyse. Et en fait, après, on a changé. Elle te fasse d'abord une analyse, ensuite elle te pose des questions et ensuite elle fasse l'analyse. Et ces questions, elles étaient statiques. Et on s'est rendu compte des questions de manière dynamique avec OpenAI, que ce soit OpenAI, enfin ChatGPT qui écrit les questions. Et là, on avait encore des analyses qui étaient beaucoup plus pertinentes. Ça, c'est un feedback qu'on a eu de psychologues qu'on a interviewé pour cette fonctionnalité. Euh, donc voilà, déjà, en quelques mois, on a eu 3 itérations et on va continuer d'en avoir. Euh, Parce que la fonctionnalité est simple, le concept est simple d'utiliser OpenAI dans le produit et dans la plupart des produits, mais il y a plein de manières de le faire et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu l'intègres avec ton produit et voilà. Donc c'est en gros un peu ce qu'on a appris pour l'instant. Et après, les retours ont été super positifs. Ça, je m'attendais un peu parce que moi-même, j'étais bluffé des retours que ça faisait. Et donc, on a plein d'utilisateurs qui trouvent ça génial. Et après un mois et demi d'avoir eu cette fonctionnalité, on voit aussi un changement net dans nos revenus, dans nos conversions et tout ça. Donc, voilà. Pour l'instant, bon succès. Excellent. Et est-ce que, parce que du coup, ça amène aussi des coûts supplémentaires, évidemment, d'intégrer ces produits et peut-être d'un point de vue, je m'attendais à ce que ça crée une sorte de race to the bottom où chacun doit intégrer ses produits AI et du coup augmente leur coût variable juste pour rester compétitif. Mais alors, c'est pas ce qui se passe. Au contraire, c'est plutôt une opportunité business. Alors, ça fait
un certain coût, effectivement, principalement parce qu'on a décidé d'utiliser GPT-4, alors que la plupart des gens qui utilisent GPT en production ils utilisent le 3.5, parce que le 4, il est horriblement cher. Nous, on a décidé de se lancer directement dans le 4 parce qu'on voulait vraiment une analyse de qualité. Mais du coup, ça fait un certain coût. Après, bientôt, on va passer sur le 4 Turbo, qui, lui, est moins cher. Donc, voilà, ça va réduire nos coûts drastiquement. Euh, mais on aurait pu augmenter nos coûts, le coût final pour l'utilisateur. Pour l'instant, on l'a pas fait. On est encore un peu en phase de test. C'est possible que on soit amené à le faire au fur et à mesure qu'on développe d'autres fonctionnalités avec des IA. Et est-ce que ça reste des fonctionnalités accessoires ou tu as l'impression que ça va devenir un aspect central, par exemple, de Oniri, de la prise de notes, de l'analyse de rêve? Euh, Parce qu'en tout cas, pour la génération d'images, c'était quand même, j'ai l'impression, relativement accessoire. Et puis pour contexte, pour les gens qui écoutent, il y avait cette fonctionnalité dans Oniri où on pouvait générer une image pour son rêve automatiquement. Ouais. Je pense que bon, certaines fonctionnalités sont accessoires, comme les images. D'autres sont beaucoup plus vitales. Et l'analyse de rêve, c'est une fonctionnalité avec la plus de valeur ajoutée, je trouve, dans tout Odinui. Donc, je pense au fur et à mesure qu'on développe plus de fonctionnalités IA, ça va devenir, si on les met toutes ensemble, une grosse partie de la valeur donnée. Par exemple, là, on s'intéresse à un seul rêve, enfin, rêve par rêve, mais quand tu commences à voir le journal dans son ensemble, faire des analyses sur la durée, faire des analyses par rapport à un symbole ou une personne qui apparaît dans tes rêves et tout ça. Là, tu vois qu'il y a énormément de puissance encore qu'on n'a pas exploré. Euh, donc, je pense que pour un truc de tout ce qui est dans le domaine du journal, l'IA peut avoir une place forte pour tout ce qui est statistique, analyse et tout ça. Et je te demande donc, en termes de roadmap, est-ce qu'il y a encore d'autres endroits où tu verrais un potentiel d'intégrer de l'IA ou là, pour l'instant, c'est plus ou moins tout ce qui pouvait être fait ouais. Non, bah, je te dis bah, deux trucs principaux. La première, c'est dans la partie plus statistique, ou de faire des analyses sur un symbole. Par exemple, tu prends une personne et tu regardes tous les rêves où cette personne est apparue, tu fais une analyse sur ces rêves-là. Donc par tranche de rêve, là, je trouve ça intéressant. Et l'autre truc, c'est même pour l'analyse d'un seul rêve, prendre en compte tout le passé et tout le journal pour l'analyse de ce rêve, qui serait aussi assez énorme et je pense très bluffant parce que, mine de rien, au bout de quelques dizaines de rêves écrits, euh, tu sais énormément de choses sur la personne et donc tu peux faire des analyses très poussées et aider la personne dans des réflexions. Enfin, voilà, toujours pousser plus loin et aider la personne et l'utilisateur à comprendre un petit peu le lien et toutes ces choses-là. Donc, je vois encore pas mal de potentiel. Et puis, en termes enfin, je sais que c'est un sujet qui est arrivé plusieurs fois chez moi avec ma petite application Gmail. C'était l'histoire de la vie privée, où tout le monde veut utiliser cette IA, mais ensuite, quand concrètement tu les confrontes au fait que ça veut dire qu'il faut envoyer leurs données personnelles euh, à cette entreprise aux US, euh, ouais, comment vous regardez ça? Est-ce que c'est un thème où les gens s'en fichent? Moi, j'aurais tendance à dire, finalement, on s'en fiche. Mais ouais, ouais. Est-ce que c'est un sujet ou pas du tout? Bah, la plupart des gens s'en foutent. Et les gens qui s'en foutent pas, ils font le choix de ce qu'ils veulent le faire ou pas. Euh, je pense que je ne sais pas si les gens sont conscients de ça, mais les données que tu envoies à OpenAI dans le cadre d'un API, elles sont pas stockées, elles sont pas utilisées. Donc, j'aurais tendance à dire c'est comme si OpenAI enfin, elles avaient jamais été envoyées à OpenAI, quoi. Mais donc, on a quelques personnes qui n'utilisent pas cette fonctionnalité pour ces raisons-là. Après, c'est des minorités. La plupart du temps, la plupart des gens s'en foutent en fait de ça. Et bien, encore finalement, pour finir sur ce sujet, juste en termes de développement, à quel point c'est agréable, facile de s'intégrer avec OpenAI? Est-ce que c'est un énorme challenge? Évidemment, la partie design, mais du coup, purement la partie programmation, ou est-ce que tout est super simple et c'est le Stripe de l'IA? Alors, l'API en lui-même, le côté technique, c'est assez simple. Après, il y a un gros travail sur le prompt.
c'est pas vraiment le prompt qui est difficile. Enfin, c'est toujours le prompt, mais c'est pas vraiment lui faire faire ce que tu veux. Ce qui est difficile avec GPT, c'est arriver à lui faire suivre une structure. Et nous, on avait besoin d'une structure, par exemple, pour générer des questions, pouvoir lire ces questions, les séparer dans la UI. Euh, et là, c'est là où tu te prends la tête avec GPT pour qu'il arrive à te suivre une structure. Alors récemment, il y a le mode JSON qui est sorti, et ça pour moi, il est sous-coté. C'est vraiment le truc le plus important qui est sorti depuis ChatGPT. C'est juste incroyable parce que d'un coup, tu le forces à suivre une structure et ça marche incroyablement bien. Mais voilà, globalement, c'est toujours difficile de lui faire suivre un peu une structure. Alors, euh, c'est un peu ça la difficulté, je trouve. C'est que il y a ce côté un peu aléatoire où, bah, même si 99% du temps, il va faire être cool, il y a 1% où il va dire n'importe quoi et, ouais, enfin, pas n'importe quoi, c'est juste il va le dire de manière bizarre. Et ça, Mhm. c'est un peu, il faut toujours que tu fasses un peu gaffe à bien dire aux gens. Alors, enfin, après, voilà, dans tous les cas, ça reste une IA, donc il faut bien être conscient de ça aussi, qui fait, de l'analyse de texte et qui te sort en autre texte. Euh, donc il faut être conscient de ça. Mais oui, il y a toujours ce côté de le 100% est difficile à maîtriser avec GPT. Ok. Ouais, c'est clair, c'est pas un déterministe comme système. Ouais. Ok, excellent. Et puis voilà, alors raconte ces papers, la recherche que tu explores ou que tu as lu. Oui, bah, alors c'est bien qu'on parle d'AI, parce que moi j'ai pas mal mangé de l'AI là récemment. Déjà, on y reviendra, mais je me suis lancé dans le support IA, où j'ai codé un bot qui m'aide dans le customer support. Donc c'était un projet assez intéressant. Et l'autre truc que je fais, c'est qu'en ce moment, en projet secondaire, je m'intéresse à la question de la conscience. Et donc, j'ai fait un énorme travail de recherche sur la conscience, les IA, tout ça. Euh, et c'est super intéressant, j'adore ce truc. Donc, en fait, l'idée, c'est d'en faire une vidéo à terme, de me lancer sur YouTube avec une vidéo qui sera sûrement assez longue sur le sujet de la conscience et des IA. Est-ce que les IA actuelles sont conscientes? Euh, Globalement, non. Mais à quel point on peut pousser la réflexion. Donc, en fait, je construis aussi quelque chose par-dessus ChatGPT. Ce que je fais, c'est que je prends plusieurs GPT, enfin, tu sais, ce modèle qu'avait fait je crois que c'est une équipe de Google qui a fait ça, où tu prends des GPT, tu leur assignes chacun un rôle. Donc eux, ils avaient fait ça récemment, il y a eu un papier qui avait fait ça pour la création de jeux vidéo. Donc ils font une équipe, ils disent à un, toi, tu es le CEO, toi, tu es le CTO, vous êtes les programmeurs, vous êtes les testeurs et vous êtes le marketing. Et ensuite, ils font discuter tous eux ensemble, ils les font itérer sur des problèmes et tout ça. Et ils sont capables d'écrire des jeux assez simples, du style Pong, enfin bon, des jeux relativement simples, mais quand même pas si simple que ça, complètement fonctionnel et avec des designs et tout ça. Donc ça c'est fou. En fait, la puissance, je trouve, de GPT, c'est quand tu t'en mets plusieurs ensemble. Et là, ce que j'essaie de faire, c'est est-ce que tu pourrais faire pareil, mais pour représenter un cerveau et pour représenter la conscience? Est-ce que tu peux avoir un GPT qui est un peu l'entrée des sens? Est-ce que tu peux avoir un GPT qui est le raisonnement, l'autre qui est l'analyse du raisonnement, etc. Donc, je travaille aussi là-dessus pour connecter plusieurs trucs et essayer de voir un peu repousser les questions de la conscience. Et donc voilà, et dans ce cadre-là, j'ai lu plein de recherches qui sont faites autour des LLM récemment. Et il y en a énormément et c'est assez intéressant. L'étude des recherches, tu vas aller chercher des recherches de 2009, des trucs comme ça. Là, tu lis un paper, il est hyper pertinent, puis tu regardes la date et c'était il y a une semaine, quoi. Donc c'est assez marrant de voir la vitesse avec ça. Ouais, bah, c'est un buzz partout, hein, pas seulement dans le milieu commercial, mais aussi dans le milieu académique. Ah, intéressant. Mon papa a fait toujours en pleine recherche aussi sur le sujet de conscience, mais lui, il prend l'autre angle de le regarder du point de vue. C'est pas la CBD, mais comment ça s'appelle les champignons, là, c'est les drogues hallucinogènes. Psychédélique? Voilà, psychédéliques. Et il regarde, enfin, c'est en train de devenir de plus en plus accepté partout aussi dans la thérapie pour soigner les addictions, les choses comme ça. Euh, bah alors, curieux de voir qu'est-ce que tu vas découvrir dans son aventure-là. Excellent. Est-ce qu'on a encore un autre sujet qu'on aimerait aborder lié à l'IA? Ou est-ce que ça clôt notre tour de... Ouais,
ton produit IA, ton expérience IA? Ça résonne beaucoup avec ce que tu as dit, mon expérience. C'est dans le sens, effectivement, très simple à développer quand même. Et effet magique dans 90, 95, 95% des cas. Et ensuite, tu as ces 5% qui cassent tout et qui créent plein de problèmes. Euh, et qui en font en fait une expérience consumer assez difficile, typiquement dans le cas de la réponse d'email. Euh, Tu as toujours un nouveau edge case que tu n'arrives pas à gérer. Et en fait, l'effort nécessaire pour développer l'application qui fonctionne la plupart du temps est minime. Mais ensuite, ça augmente exponentiellement pour développer l'application qui fonctionne vraiment bien dans tous les cas. Et ce qui est très différent de quand on développe une application purement SaaS ou quand tu fais un truc, bah, ça marche. Quoique j'ai entendu découvrir que c'est un peu plus compliqué que ça, surtout avec les anciennes versions d'Android. Mais ça, c'est un autre sujet. Mhm. Euh, Et peut-être encore, juste d'un point de vue purement startup, si on veut se lancer là-dedans, j'ai quand même l'impression qu'il y a actuellement un gros avantage quand on a AI quelque part dans sa landing page. Quand je compare, par exemple, l'effort nécessaire pour trouver les premiers 100 utilisateurs de ma première application il y a quelques années, un outil de gestion de contact qui était aussi disponible que sur web, et maintenant cette application AI. Là, j'ai fait presque zéro marketing, mais juste parce qu'il y a tellement de directories of AI apps ou de trucs comme ça, et tellement de gens qui essayent de regrouper toutes les applications qui existent. Avec plus ou moins zéro effort, je suis arrivé à très facilement 10 personnes qui m'ont donné leur carte de crédit, qui ont essayé l'application, qui ont payé, et bien une centaine qui se sont créés un compte sans aucun effort, alors qu'avec l'autre application, c'est un truc qui m'aurait pris une année plus ou moins et énormément d'efforts à juste spammer les gens, leur demander de créer un compte et beaucoup de travail outbound, alors que là, tout a juste été inbound. Euh, donc, c'est une vague sur laquelle on peut quand même surfer et qui rend la user acquisition plus simple, en tout cas dans les early days, mais ensuite le scale-up est difficile comme partout. Ouais, ouais, bah, il y a clairement une technologie qui ouvre plein de portes et je pense que c'est intéressant d'explorer ces portes-là. Et alors, dans ta vie de founder, comment tu utilises l'IA en fait pour tes tâches à toi, ton quotidien? Ouais, bah, là, je pense que ChatGPT, je suis en tout cas un weekly active user et je dirais même un daily active user. Euh, et par exemple, mes use cases, ça va être j'écris un article de blog et ensuite j'ai besoin, comme j'ai dit avant, de l'image pour le blog et j'ai besoin de la description méta. Et hop, ça va être maintenant, je lui donne juste l'article de blog complet, je lui dis juste s'il te plaît, j'ai besoin d'une image et il me la fait. Euh, Ça va être de la traduction. Par exemple, quand je lance une nouvelle version de mon application dans l'App Store, il faut toujours traduire qu'est-ce qui est nouveau dans cette application dans les 4 langues. Et bah, ça, il le fait super bien. Ensuite, pour le Play Store, je lui donne le format HTML, là, enfin, non, XML, et à nouveau, il fait la traduction. Donc aussi pour tout ce qui est format de fichier. En ce qui est création de contenu pur, j'utilise quand même très peu parce que je suis juste pas satisfait du résultat. Je pense pas qu'il crée du contenu qui est suffisamment bon, ou en tout cas différencié. Ouais, puis c'est très dévalorisé, sur Google par exemple. Je crois que Google, ils deviennent assez bons à virer les sites où c'est que écrit avec des IA. Et sinon, ces autres fonctionnalités de code interpreter, d'analyse de données, de trucs comme ça, j'ai très peu utilisé. Un autre gros use case, c'est que des fois, dans la vie, on a besoin de créer du contenu qui sert à rien, typiquement des pitch decks ou des business plans, des trucs comme ça. Et ça, entre-temps, c'est juste miraculeux d'utiliser ChatGPT pour ça. Là, typiquement, en Suisse, il y a toujours plein d'occasions où il faut tout d'un coup soumettre un pitch deck et le requirement, c'est qu'il y a X pages ou alors le business plan doit contenir 4 pages. Et entre-temps, tu peux uploader des fichiers. Du coup, tu uploads juste ton pitch deck à ChatGPT. Tu lui donnes la description de ton application dans l'App Store et tu lui dis, voilà, maintenant, il me faut un business plan de 3 pages. Et puis, c'est fait. Donc ça, c'est encore un Il, use case qui est miraculeux. il te retourne un PDF? Non. Non, tu lui donnes le PDF. Et Donc, il te dit quoi, lui? et puis lui, il te retourne un texte que tu peux reconvertir en PDF Ah ensuite. oui. Hmm. Et donc, c'est excellent de pouvoir juste uploader un
un pitch deck avec des graphes ou des trucs comme ça, et il est vraiment bon à comprendre ce qu'il y a sur le PDF. Ouais. Donc voilà un peu mes use cases autour de ça. Et je crois que, enfin, quand je rencontre des gens maintenant qui n'utilisent pas du tout ChatGPT, c'est déjà presque un red flag. J'ai de la peine à envisager qu'ils puissent être aussi productifs que moi, ou j'aurais de la peine à comprendre pourquoi quelqu'un ne le ferait pas. Typiquement, la même chose pour Copilot. Ouais. Ouais, ouais. Ah, moi, c'est pareil. Bon, le code aussi. Le code, clairement, souvent, maintenant, maintenant, ça m'arrive de plus en plus souvent de me lancer dans des petits projets, par exemple, euh, ce chat pour le support, ce truc de confiance et tout ça. Donc, ils m'aident énormément dès que je me lance dans un nouveau truc. Après, comme tu as dit, ouais, les traductions, les formatages et tout ça. J'utilise pas trop les images. Euh, je crois que j'utilise encore pas mal Midjourney pour ça. Peut-être plus par habitude. Et il y avait un autre truc, ouais, le code interpréteur, effectivement, je l'ai pas trop utilisé non plus, et j'ai l'impression que je devrais plus l'utiliser. Enfin, j'ai eu des trucs vraiment intéressants là-dessus. Notamment, bah, par exemple, quelqu'un qui disait, t'as plus besoin d'un logiciel qui fait des dashboards pour tes métriques. Juste, tu les envoies toutes à ChatGPT et chaque soir, tu peux lui demander de faire un dashboard différent en fonction de ce que tu as envie de savoir. Et du coup, t'as un outil, enfin, il a toutes les données et tu peux lui demander d'en faire ce que tu veux. Et ça, je trouve ça assez fou. Tu lui donnes toutes tes données et après, tu dis, bon, bah, je sais pas, on va s'intéresser à la rétention des utilisateurs sur cette fonctionnalité. Et là, il te fait un graphe et tout ça. Donc, je l'ai pas testé, mais j'ai vu quelques screenshots de gens qui et effectivement, je vois un potentiel assez intéressant là-dessus. Mhm. Ou plein d'autres choses d'ailleurs. Ouais, je pense peut-être la friction d'uploader, d'exporter les fichiers d'abord, ensuite les envoyer, serait un peu trop élevé pour moi. Euh, et ouais, j'ai Ouais, plus de use case de data analysis dans ma vie au quotidien comme ça. Euh, mais oui, je pense qu'il y a sûrement des data scientists qui doivent adorer ça. Euh, après, sur le travail de recherche aussi, c'est incroyable. Tu lui envoies un paper et tu lui demandes de te faire un résumé. ouais, ça, c'est clair. Donc, ouais, tout le travail de recherche. J'ai eu une situation intéressante là avec justement ma sœur qui est au lycée et mes parents qui veulent absolument pas qu'elle touche à ChatGPT. Donc, question intéressante de est-ce que enfin, le potentiel que ça a en tant que aide pour l'éducation versus le risque pour l'élève ouais. En fait, j'aurais eu tendance à dire que c'était vraiment bien, mais j'arrive toujours pas à répondre à ce questionnement de est-ce que ça va augmenter la curiosité de l'élève ou la diminuer. Et le problème, c'est que je suis pas sûr. Moi, j'adorerais avoir ça pour l'éducation, mais c'est parce que maintenant, j'ai passé l'époque du lycée et l'époque d'être étudiant et tout. Et je sais pas si quelqu'un qui est encore dans cette époque-là l'utiliserait de la bonne manière. Et ce serait quoi la mauvaise manière? Parce que ouais, je te rejoins, j'aurais aussi tendance à dire que c'est un super outil. Enfin, moi, j'ai un ami à moi qui est papa et qui a cette règle avec son fils qu'il a le droit d'utiliser son iPad 1 heure par jour pour jouer à des jeux, enfin même 45 minutes, un truc comme ça. Et par contre, maintenant, ils ont cette nouvelle règle, ChatGPT, donc l'application mobile, il a le droit de l'utiliser à l'infini autant qu'il veut. Et justement, il dit que c'est en fait incroyable parce que c'est vachement bien filtré. Donc, en tant que parent, tu t'inquiètes beaucoup moins que si ton fils ou ton enfant utilise Google. Euh, et il peut explorer tous les thèmes qui l'intéressent sur Terre. Euh, mais là, quand je lui ai parlé la dernière fois, il était en train de commencer ça, donc j'ai pas eu de retour depuis. Je serais curieux de savoir comment était la retention. Est-ce que son fils continue à utiliser ChatGPT ou au contraire, c'est marrant un petit moment, puis ensuite. Mais alors, ouais, Ouais, pourquoi. non, je pense que si si tu l'inscris un peu dans l'habitude depuis assez jeune, c'est intéressant. Normalement, le seul truc que je vois, c'est si quelqu'un n'a pas l'habitude d'utiliser vraiment, enfin, tu te retrouves devant un devoir et là, tu as ChatGPT, est-ce que tu vas l'utiliser pour t'aider à comprendre le devoir ou est-ce que tu vas lui demander de faire le devoir? Et je sais pas, pour la majorité des élèves, qu'est-ce qu'ils feraient, tu vois. Ah non, bah, il ferait juste le devoir. Enfin, il lui demanderait juste de faire le devoir. Mais est-ce que ça fait pas juste qu'il faut changer le concept de devoir? Oui, mais oui, oui. Là, on part du postulat que le système est tel qu'il est et que Oh, ouais, bah ça va pas rester longtemps, ce postulat, hein. ChatGPT a quand même vachement changé le monde. Enfin, j'aimais bien cette analogie de dire
un temps, on s'énervait contre les calculettes, et puis ChatGPT, c'est juste devenu cette calculette fois 100, et qu'aujourd'hui, on s'énerve contre ChatGPT. Mais si une calculette peut résoudre un calcul en 3 secondes, c'est plus nécessaire de faire soi-même le calcul ou de comprendre la logique du calcul. Il y a une abstraction qui s'appelle la calculette, et puis ChatGPT, pareil, devient une abstraction, mais à plus haut niveau. Ou peut-être, du coup, à trop haut niveau, et c'est ça euh, la nouvelle question, mais Ouais, bah justement, c'était un petit peu la fin du débat que j'ai eu avec ma famille. Justement, on en est arrivé à revenir sur ces trucs de base qu'on fait plus, donc les calculs mentaux, l'écriture manuscrite, lire une carte. Et justement, là, tu te demandes, c'est vrai, est-ce que c'est. Enfin, mon argument, c'était quand même que dans 99% du temps, tu t'en fous de savoir lire une carte. Et l'argument de ma famille, c'était oui, mais si jamais t'es perdu en forêt et que t'as plus qu'une carte, oui, mais bon. C'est vrai que tu peux pas vraiment dire que ça sert à rien, mais il faut un ratio de ça vaut pas le coup de l'apprendre. Enfin, je sais pas. non, Je bien pense sûr, ça que arrive en dans la plupart du temps, choix. Ouais, sinon, il faudrait apprendre à à cultiver et à faire un feu et tout si tu veux être en mode survival. Ça veut pas être ça non plus. Mais ouais, ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut être, enfin, qu'est-ce qui nous rend encore unique ou intelligent et aussi dans nos vies professionnelles. C'est une question intéressante de c'est quoi nos compétences uniques par lesquelles on veut encore se différencier. Euh, mais c'est en tout cas pas le calcul mental. Ouais. ouais. Ouais, bah, je pense qu'il faut quand même, il va falloir 5 ans à la société pour vraiment changer avec la ChatGPT. Bah, surtout que ChatGPT va continuer à changer durant ces 5 ans. Oui, mais pour que la version actuelle de ChatGPT ait un Ouais. impact sur la société. Ouais. Donc, quelle chance avons-nous d'être en vie dans ces années-là. Je me réjouis de vivre ça. Ça devient que de mieux en mieux. Et on espère que les dramas chez OpenAI ne les ralentissent pas et qu'ils continuent à changer le monde et à nous offrir l'opportunité de débats familiaux passionnants et dramatiques. Ouais, conclusion.